Nous évoquons donc la présidentielle au Togo dans cette deuxième partie du Monde en 7 avec la campagne qui a débuté le 6 février dernier pour certains journaux au Togo. Aucun incident signalé depuis l'ouverture de la campagne. Par contre, deux candidats à cette présidentielle dénoncent une campagne émaillée déjà de violence, notamment à Guillaume Kodjo, des forces démocratiques de l'opposition, de la dynamique, Monseigneur Philippe Fanoko Quadro et Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale de changement. Monsieur Oro, quel bilan faites-vous déjà de cette campagne présidentielle, puisque vous faites partie des candidats, si je peux le dire comme ça, sinon des partis politiques en course pour la présidentielle? Bon, c'est une réelle satisfaction sur toute l'étendue du territoire quand vous voyez la mobilisation des populations autour du président Faure Gnassingbé. Il faut tout simplement dire que les Togolais ont compris beaucoup de choses, ils ont adhéré véritablement à sa politique et que leur désir, ils confirment leur désir de le voir président en 2020 et dès le premier tour de ces élections. Et cela se démontre un peu partout dans le pays et nous disons merci aux populations. Et merci pour le soutien. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Aucun incident? Non, il n'y a pas d'incident. Ça se passe très bien. Les forces de sécurité jouent leur rôle. Et tout est en place pour que tout se passe dans les normes. C'est vrai qu'il y a quelques petites incompréhensions où à Lomé, ici, on voit des jeunes de l'opposition parfois déchirer des affiches et autres. Nous tous, nous contribuons à les sensibiliser. La société civile doit contribuer également à dire aux jeunes que nous sommes en train de célébrer une fête de la démocratie au Togo. C'est la démocratie qui est en marche dans notre pays. C'est l'animation de cette vie démocratique avec la diversité de points de vue à travers tous les candidats. Donc il faut se respecter, il faut respecter les règles. Monsieur Perrault, vous, en tant que membre de la société civile, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure en offre que vous avez un bilan, sinon un rapport à fournir après. C'est après les campagnes ou après toute la période électorale? Après toute la période électorale. Comme on le fait d'habitude, nous faisons de la lettre précoce. Nous essayons de voir là où il y a des germes de violence et nous œuvrons pour enrayer ça. Et nous coopérons avec toute personne qui pourrait nous être utile, aussi bien les préfets, les gendarmes, les policiers, toute personne qui peut nous être utile. Nous appelons même les représentants des candidats pour nous venir en aide. L'essentiel, c'est d'éviter qu'il y ait de la violence. Et donc, vous faites une observation? Oui, nous faisons une observation électorale. L'élection, c'est tout un processus qui commence bien avant même les campagnes. Donc, nous avons commencé par suivre. Nous avons eu l'accréditation qu'après le démarrage des campagnes, ce n'est pas grave. C'est notre habitude. Même si nous n'avons pas l'accréditation, nous allons quand même faire l'observation. Nous allons faire un rapport. Et dans le rapport-là, nous prendrons soin de dire exactement ce que nous avons relevé en étant le plus objectif possible parce que nous avons un travail qui ne laisse pas en principe place à de la subjectivité. Et donc, pour le moment... En tant que citoyen, alors? En tant que citoyen, nous avons des choses que nous avons vues également. Il y en a qui augmentent notre crainte, il y en a qui nous rassurent. Les deux sont là. Pour le moment, à Lomé, nous remarquons qu'il n'y a pas véritablement encore les campagnes. Il y a des ébauches de campagne, mais je sais que la dernière manche, c'est peut-être à partir d'aujourd'hui ou en tout cas jusqu'à mercredi. Et c'est là où je commence par avoir peur. Parce que quand nous rentrons dans la dernière semaine, tous les candidats ont déjà à peu près une idée sur ce qui va se passer et ce qui peut se passer. Vous voulez parler du 22 février? Non, juste avant le 22 février, tout le monde a l'impression, parce que quand vous sortez, quand vous allez dans telle zone, vous voyez l'affluence qu'il y a ou qu'il n'y a pas, vous savez à peu près à quelle sauce vous serez mangé. Et donc, on arrive dans la deuxième semaine qui a commencé le jeudi passé, dans la deuxième semaine de la campagne qui a commencé le jeudi passé. On sait qu'il faut se lancer dans les derniers réglages. Et c'est là où, parfois, on a les problèmes. Il y a des ratés, il y a des conflits entre les partisans. Et c'est là où notre inquiétude demeure très souvent. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on aurait appris
on n'a pas encore tout à fait vérifié, on aurait appris qu'au niveau d'Agou, un préfet aurait refusé, par exemple, que les gens aillent faire meeting quelque part en disant qu'un autre parti politique a déjà loué la place pour toute la période électorale. Bon, venant d'un préfet, je pense que ça ne protège pas contre les violences. On ne peut pas prendre une place publique et bloquer comme ça. Bon, maintenant, si c'est avéré, est-ce que l'autre n'a pas autre endroit à aller que de chercher à aller là-bas? Voilà autant de questions qui font augmenter notre crainte. En tout cas, aujourd'hui, Monseigneur Podro a sorti un communiqué qui dit clairement que la campagne électorale, sinon la campagne présidentielle, a été émaillée de violences sur l'étendue du territoire national. C'est vrai qu'ils évoquent plus à Fagnan, où on parle de blessés également, ou de jets de pierre et tout le reste. Nous avons tous appris, Monsieur Podro a raison, nous avons tous appris qu'il y a eu un enfant qui a été blessé à Fagnan. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les investigations pour nous assurer de la véracité de la chose. Si nous avons les moyens de savoir l'auteur, on mettra ça dans notre rapport. Si nous n'avons pas les moyens, nous dirons en tout cas quand même ce que nous pouvons. Et c'est là où je dis quand même que il ne s'agit pas simplement de faire un communiqué. Si vous êtes sûr que, par exemple, il y a eu des voies de fait, au-delà même de la campagne, ça n'exclut pas qu'on puisse porter des gens en justice. On peut porter une plainte en bonne et due forme parce que en lançant une pierre, ça ne rentre pas dans le schéma d'une campagne et donc on peut vous poursuivre en justice pour ça. Donc il ne s'agit pas de faire des communiqués. C'est vrai de dénoncer, mais nous politiques doivent savoir qu'au-delà de ça, il y a le droit qui existe toujours. Donc on peut toujours porter des plaintes pour régler. Il y a eu un candidat qui a fait une conférence de presse à Lomé pour dire qu'ils ont voulu faire une manifestation et un autre parti politique a envoyé ces jeunes qui étaient venus occuper l'espace avec du bruit, tout ça. C'est vrai, mais maintenant il faut dénoncer ça quelque part. La conférence publique, c'est bon. Maintenant, si vous voulez porter plainte, vous pouvez encore porter plainte. Et la CENI est là également pour jouer le rôle d'arbitre dans tout ça là. Et s'il faut distribuer des cartons rouges, on distribuera. Pour rappeler des gens à l'ordre, il faut rappeler. Mais dans tous les cas, je crois qu'il ne s'agit pas simplement de rester dans son coin et de dire des choses. Il faut avec des preuves à l'appui. Les vidéos filmées par les téléphones portables ne sont que des commencements de preuves. Il faut pouvoir étayer ça avec d'autres choses. Oui. Et donc, je crois que les partis ont ce travail-là à faire pour améliorer un peu notre vivre ensemble. Oui, monsieur Rouna. Bon, vous savez, l'immixtion de Monseigneur Podro dans la vie politique a créé assez de frustration et de division au sein de l'opposition. Ah bon? Pourtant, vous n'en faites pas partie. Vous. Oui, nous le constatons. Et nous espérons que ces divisions ne vont pas amener les uns les autres à s'attaquer d'une manière ou d'une autre. Et espérons, avec le travail qui se fait au niveau de la FOSTEP, que tous les candidats seront, comme ils le font déjà, bien sécurisés afin qu'ils mènent à bien leur campagne. Donc, en réalité, dire que la campagne est émaillée de violence, c'est vraiment exagéré. C'est toujours de la manipulation de l'esprit et à travers une méthode qui est connue de ce prélat-là. Je ne sais pas, c'est-à-dire il est toujours, c'est les hallucinations qui continuent parce que... À vous entendre, on a l'impression qu'il est à la base de ces violences. Non, vous savez, en temps opportun, il n'y a pas de violence. Cette qualification est exagérée. Il continue dans la manipulation. Des incidents? Peut-être des incidents, on a vu, ça arrive où, par exemple, quelque part, un parti est arrivé sans s'être annoncé comme il le faut, ou d'autres avaient déjà programmé leur meeting et autres. Il y a de ces incidents-là que les institutions chargées de l'organisation de l'élection règlent rapidement avec les préfets, l'administration et puis tout. Ça arrive, ça peut arriver, mais quand ça arrive, les gens sont là pour régler de ces problèmes-là. On ne peut pas partir de là pour dire, donner, parce qu'on veut à tout prix donner une mauvaise image à l'élection, à l'organisation, parce qu'on sait qu'on ne peut pas passer et autres. Il est parti d'une hallucination pour dire que
Saint-Esprit lui a donné une révélation. Je pense que c'est ces hallucinations qui continuent. Donc vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, vous. Vous savez, M. Kodjo continue dans ses hallucinations et je pense qu'il ne réussira pas à diviser les Togolais. Il ne réussira pas. Pourquoi parlez-vous d'hallucination? Il a été diagnostiqué. Il ne réussira pas à impacter négativement un processus démocratique en cours avec ces élections-là qui vont être vraiment un exemple d'élections apaisées dans la sous-région. Et du côté de la société civile, est-ce que vous, en ces périodes, vous pouvez également dénoncer ces incidents qui peuvent arriver? Est-ce que vous, après avoir dénoncé aussi, si possibilité, hier, vous arrivez encore à pouvoir sensibiliser la population ou vous le faites préalablement avant la période électorale? Oui, je voudrais d'abord dire que c'est vrai que depuis un certain temps, nous-mêmes nous utilisons l'expression, mais nous ne l'utilisons pas de la même façon que les politiques. Pour nous, quand nous parlons d'élections apaisées, c'est qu'il n'y ait pas du tout de violence. Mais ce n'est pas la priorité d'une élection. La société civile veut ça parce qu'on sait qu'il y a des germes de violence. Mais l'élection, c'est sa transparence, c'est sa crédibilité, c'est son équité qui fait la valeur d'une élection. Et donc, il ne faut pas mélanger ça. Nous, on veut l'apaisement pour qu'après les élections, la nation togolaise ne soit pas plus divisée. Et malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui la certitude qu'on y arrivera. Notre crainte, c'est que d'abord, en voyant un peu ce qui se passe dans les discours des jeunes partisans, sur les plateformes, dans les rencontres que nous avons avec les gens, vous voyez plutôt des jeunes partisans très divisés, très remontés les uns contre les autres, avec des visions. Mais n'est-ce pas la division qui fait quand même... Oui, il y a une division, certes. Qui fait quand même le charme de cette démocratie. Oui, je pense normalement... que vous devez avoir le courage de préciser ceux qui se livrent à ces attaques qui traduisent des divisions. Parce sur les plateformes que moi j'ai consultées, c'est tous les partis politiques qui l'ont fait. Je peux vous rassurer que dans notre camp, dans le camp de UNIR, le mot d'ordre est respecté. C'est le respect mutuel, l'humilité au cours de cette campagne. Et notre jeunesse est dans ce mot d'ordre-là. Maintenant, ceux qui ont été divisés par Monseigneur Kodjo, nous observons tous la manière dont il s'attaque sur les réseaux sociaux. Il faut avoir le courage. Alors, il faut avoir le courage. Vous êtes de la société civile. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, je voudrais rectifier. Ce que je dis, je maintiens. C'est tous les partisans. J'ai lu sur des plateformes des jeunes d'UNIR, même si c'est en répondant à d'autres, quitter parfois la courtoisie et se dire des choses. Je n'accuse aucun parti politique en particulier. Tous les partis politiques se sont livrés à ça. Et c'est pour ça que je dis que je crains que l'union que nous voudrons, l'apaisement que nous voudrions, c'est encore pas atteint du tout. Et c'est ça notre inquiétude. Je ne dirais pas forcément que c'est uniquement entre les jeunes de l'opposition. Il y a un combat entre les jeunes de l'opposition, à tel point que vous lisez parfois que les gens disent « mais ce n'est pas l'adversaire à abattre, l'adversaire à abattre est de l'autre côté ». Ça aussi, on le lit. Mais il y a d'autres aussi qui disent « vous faites ceci ». Je donnerai un exemple simple. On a dit, le ministre et moi a fait une déclaration et quelqu'un a commenté la déclaration et quelqu'un qui est partisan a dit non. Et dans sa réponse, il y a eu des invectives qui ont dépassé la courtoisie. Donc ce que je dis, c'est profond, c'est pour tout le monde. Et nous, ça nous fait une blessure parce que nous voudrions qu'au-delà de l'élection, c'est la célébration de l'unité. Donc, au-delà de ce processus-là, que les gens se rappellent qu'ils sont tous des Togolais. C'est ça notre crainte. Nous, on n'est pas partisans. Donc, ne pas dire j'ai le courage d'affirmer ce que j'ai dit. Et tout à l'heure, si vous faites attention, j'ai dit M. Kodjo. Parce que pour moi, c'est vrai qu'il est évêque et les gens prennent très facilement sa casquette d'évêque pour mélanger avec toute l'Église catholique. Je suis catholique. Je suis catholique. Et je ne me réclame pas de tout ce qu'il fera. Je me réclame de Jésus, je me réclame de Dieu, mais pas de tout ce qu'il fera. Bon, maintenant, que ça soit interprété par certains partis politiques comme germe de division, c'est des analyses. Oui.
que d'autres puissent voir ça comme des germes d'unification, c'est parce qu'au départ, ce qu'il avait dit qui pouvait être utilisé, c'est qu'il voulait réunir l'opposition. Maintenant, est-ce qu'il... Un échec, visiblement. Ah, visiblement. Mais est-ce que... Moi, je ne sais pas. Les politiques sont un peu bizarres et moi, je ne veux pas analyser avant d'avoir eu un certain nombre d'éléments. Est-ce que... Parce que parfois, vous voyez deux politiques se chamailler, mais au fond, c'est des amis qui ont prévu de se chamailler pour vous faire voir. Et donc, je suis très prudent sur les réactions des politiques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, même quand on dit qu'il y a eu violence, qu'il y a eu ceci, je ne rentre pas directement dans ça. C'est vrai qu'il y a eu des incidents. Oui. Je n'utiliserai pas d'adjectif pour dire incident mineur ou majeur, mais il y a eu un incident. Après les élections, nous analyserons et nous sortirons un rapport pour dire avec des éléments objectifs si ces incidents-là ont eu des portées importantes ou si c'était juste des petits effets qui ont été négligés. Alors, avec cette crainte, vous arrivez aujourd'hui à pouvoir sensibiliser la population, absolument, à travers des canaux. Absolument. Et là, je suis content de féliciter d'autres organisations de la société civile qui ont opté également pour cette alerte précoce-là et qui font du très bon travail. J'ai des collègues qui ont mis des affiches qui appellent à l'unité, qui appellent à la réconciliation. C'est parfait. Je n'ai aucune récrimination à faire contre ces collègues-là. Oui. Mais par contre, il y a des collègues qui ont affiché leur acquaintance avec des partis politiques. Je dis, dans ce cas-là, vous n'êtes plus de la société civile, vous êtes partisans. Et ça, ce n'est pas utile pour nous. Mais nous, on va continuer, dans la mesure du possible, à aider la population togolaise à ne pas s'embraser. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des acquis. Un des acquis, c'est que les campagnes se présentent désormais plus ou moins bien. Il y a eu plusieurs élections où on a vu des images de citoyens de bords différents s'embrasser, etc. On voudrait que ça soit continu comme ça. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on voudrait après la campagne aussi. Et notamment, c'est la période où il faut proclamer les résultats. Et toute notre démarche aujourd'hui, c'est d'œuvrer à ce que il n'y ait pas de clash à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'ai eu l'occasion de donner une communication au niveau de la CENI sur la responsabilité des partis politiques et des OSC dans le processus électoral, j'ai bien répété que la transparence de l'élection est le premier outil pour avoir la paix à la fin. Si tout le monde a participé et que de façon claire, on a vu ce qui s'est passé, quand quelqu'un va dire « on m'a volé », tout le monde va dire « oh, tais-toi », parce que nous avons tous vu. Mais lorsque vous avez un coin caché, ce qui permet à quelqu'un de dire « oui, mais peut-être qu'il a raison », c'est les premières sources de violence. Et ça, il faudrait l'éviter. Et je l'ai répété à la CENI. C'est d'ailleurs pour ça que vous me permettrez de répéter que c'est franchement triste pour moi de constater que la Commission épiscopale Justice et Paix n'a pas pu faire l'observation, parce que c'était quand même une opportunité donnée à nos citoyens de faire, de la société civile, de faire leur activité. On aurait pu, s'il y a des choses à reprocher, on peut reprocher et mettre en garde et vous demander de faire, et on pourrait faire le travail. Alors, il ne s'agit pas simplement de... la commission épiscopale a été... Oui, mais malheureusement... A été carrément d'un processus électoral. Oui, c'est ce que je dis. Malheureusement, les arguments qui sont utilisés ne sont pas des arguments convaincants. Ce n'est pas des arguments objectifs. Et c'est ça le problème avec nous. Donc, je vais répondre rapidement. Je ne suis pas au ministère de l'administration territoriale. C'est vrai qu'au début, on était dubitatif. On s'est dit peut-être que le ministre en fait trop. Mais la suite des événements lui donne raison. Comment? Et vous voyez un peu la position de Monseigneur Kodro. Monseigneur Kodro ne fait pas l'église. Je dis bien de Monseigneur Kodro. Et jusqu'au bout, l'acte ultime qui a été posé dans une église à Doumassessé est une preuve suffisante. En tout cas, ça permet à quelqu'un qui n'avait pas donné raison au ministre de l'administration territoriale
de lui dire vous avez été vigilant, vous avez été très lucide. En tout cas, La commission épiscopale est une commission laïque. C'est une commission laïque. Ça appartient à l'Église. Mais c'est un service. C'est un service. D'être partisane. C'est un service. De prendre parti dans ses positions. Ça, c'est clair. De prendre position. Ça, la position aujourd'hui. Le juge travaille sous le ministre, mais ça n'enlève pas au juge son impartialité. Non, mais vous savez. C'est tout à fait normal. Le ministre a suffisamment d'éléments. Et à la suite de tout ce qui s'est passé, nous avons eu la chance quand même d'échanger avec les gens. Et beaucoup d'acteurs de cette commission justice épiscopale ont même reconnu des excès. Vous savez, on ne peut pas permettre. Vous avez été accrédité parce qu'on sait que vous êtes neutre. Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas rejeté? Vous critiquez quand même le gouvernement. Vous arrivez à relever des trucs même qui... Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas rejeté? Vous avez été accrédité. C'est parce qu'il y a des éléments fondés. Et aujourd'hui, nous avons les preuves à travers des actes qui ont été posés que cette commission a pris parti. Et on ne peut pas observer objectivement en prenant parti. La commission elle-même, non. Moi, c'est M. Podro. Aujourd'hui, on peut, sans se tromper, sans accuser que M. Podro a pris parti. Ça, c'est clair. Oui. Non, mais l'Église n'a pas... Ne dites pas M. Podro. Moi, je dirais Monseigneur Podro. Vous savez, c'est dans une église que le prélat a, soi-disant, investi un candidat et utilisé le symbole de la République dans cette même église. Il y a des exemples. C'est un acte très grave. Il y a des exemples. Des communiqués des organisations de la société civile comme vous pour dénoncer cet acte-là. Aller utiliser le symbole de la République à l'église. Non, là c'est différent. Une première chose. Le drapeau vous me permettez de rebondir. Aucune organisation de la société civile. Vous me permettez de rebondir sur ça. n'a sorti un communiqué pour dénoncer vous me permettez de cette atteinte à l'emblème du Togo. Vous me permettrez? Oui. Première chose, sur ce que M. Podro a fait dans une église en tant que monseigneur, je me rappelle même que au Congo, il y a des prêtres qui ont dansé lors de l'homélie et qui ont été sanctionnés par à coup. Mais la sanction n'est pas venue le même jour, ni 2 jours après. Mais cela l'Église, ne voudrait pas dire que la sanction ne devrait pas venir. La sanction pourrait venir. N'oubliez pas que lui n'est pas un simple prêtre comme l'autre qui a été sanctionné au Congo. Il est quand même évêque. Donc s'il doit même avoir sanction, et mérite, mais évêque. S'il doit avoir sanction même, ça prendra forcément du temps. Première chose. Deuxième chose, le drapeau togolais qui est symbole peut être utilisé par un Togolais. Si c'est bafoué, la société civile se relève. Mais on a des occasions où on met le drapeau togolais sur le cercueil des citoyens, même s'ils n'ont pas eu une activité nationale, et on l'amène dans l'église. Il suffit de dire simplement qu'il a été militant de ceci, on accepte. Donc l'acte en lui-même de remettre le drapeau, dans sa symbolique, ne pose pas problème forcément à la société civile tant qu'on n'a pas dénigré le Togo à travers son drapeau. Mais par contre, dire que c'est un aspect partisan, ça oui. Et ça, ce n'est pas le problème de la société civile de le dire maintenant. Nous, si on doit le mettre, comme c'est dans le cadre du processus électoral, nous, on mettra dans nos rapports avec les observations que nous ferons là-dessus. Et il ne s'agit pas simplement de sortir... Monsieur Spero, vous prêchez tant l'unité, vous prêchez tant l'apaisement. Et quand vous voyez des actes, vous savez, le rôle de la religion doit intervenir pour mettre les gens ensemble. Elle doit intervenir pour unir. Je suis d'accord. Et quand vous voyez des actes pareils, quand vous prêchez tant l'unité, vous prêchez tant l'apaisement, en tant que société civile, il faut avoir le courage. Il ne faut pas avoir peur de... Je n'ai pas la peur, mais le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'il y a un temps pour sortir un rapport. Monseigneur Podro est un religieux, mais il n'est pas la religion. Non. Il n'est pas l'Église catholique togolaise. Vous savez, nous connaissons la symbolique. Il vient de le dire. Vous savez, justement, quand il vient de le dire, Monseigneur Podro, qui peut le sanctionner au Togo, au sein de l'Église catholique? Il est un évêque émérite. Mais ça n'empêche pas qu'il aurait une sanction. Si l'Église juge que ce n'est pas juste. Et il est une image forte de l'Église catholique. On ne peut pas dénier cela.
Monseigneur Kodjo est une image forte de l'Église catholique. Et quand ça se présente comme ça, c'est très dangereux. Heureusement que les Togolais ont compris. J'ai suivi beaucoup de réactions. Personne n'est tombé dans son jeu. Alors, pour revenir sur la transparence, en tout cas, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Nous, en tant que parti politique, en tant que candidat, nous veillons au grain à ce que nous ne soyons pas, à ce que les élections soient transparentes. Et jusqu'alors, la CENI, me semble-t-il, fonctionne bien. Et tout le dispositif permet d'espérer. Tu viens de croire. Oui, non, d'espérer. D'espérer. Nous croyons et nous espérons que les choses vont bien se dérouler. Depuis le début, il y a l'équité, le respect des tests en vigueur. Tout se fait dans les normes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous espérons que la CENI va continuer dans ce sens pour que les vrais résultats des urnes soient proclamés au lendemain des élections. Voilà. Jusqu'à ce moment où nous parlons, là, oui. Et ça jusqu'à la fin des élections, même si nous voyons un candidat faire quelque chose qui soit hors de son activité, nous ne ferons pas de communiqué. Oui, ni de commentaires. Nous consignerons et nous sortirons un rapport à la fin. Et dans nos rapports, nous relevons toujours ce qui a été bon, ce qui a été mauvais et les leçons à tirer. Et donc, ça ne veut pas dire, même si aujourd'hui le candidat Faure Gnassingbé pose un acte, nous ne sortirons pas un communiqué pour dire que cet acte-là est mauvais, si c'est en tant que candidat. Mais nous continuerons dans le rapport. Mais par contre, si en tant que chef... Nous attendons ce moment. Aussi, le rapport sortira comme toujours. Mais si, par contre, en tant que chef d'État, il pose un acte qui n'est pas conforme aux droits humains, ça, nous n'attendrons pas la fin. Ça, par contre, ça sortira. Si un ministre pose un acte aujourd'hui qui est contraire aux droits humains, nous sortirons immédiatement un communiqué. Mais par contre, si un candidat fait quelque chose, pour le moment, nous sommes obligés de consigner dans un rapport et le rapport va être rendu public. Pourquoi croyez-vous en des périodes électorales aussi apaisées? Non, mais les conditions sont réunies. Le Togo est sorti de la crise il y a longtemps. Le Togo a opéré des réformes importantes. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison de croire à des incidents. Non, les institutions sont en place, les forces de l'ordre font leur travail, la CENI fait son travail, les partis sont librement en campagne. Pourquoi craindre des violences? Non, je ne crois pas. Je ne voudrais même pas perdre le temps sur ces questions parce que je pense que ce qui m'intéresse aujourd'hui, depuis là, nous ne parlons pas de ce qui intéresse les populations. Vous voulez parler de la campagne électorale? De la campagne électorale. Oui, justement, on parle de la campagne dire électorale. À nos mamans et à nos femmes que le candidat Faure Gnassingbé, à partir de cet instant, annonce la gratuité de la prise en charge de la femme enceinte. Et ça, c'est très important. Et que l'établissement de la naissance, des pièces de naissance, est entièrement rendu gratuit. Oui, le président de la République, il a annoncé, le candidat Faure Gnassingbé l'a annoncé, c'est une forte décision que nos populations doivent connaître. En période électorale. C'est une annonce c'est un acte de chef de l'État ou c'est une annonce du chef du candidat? Donc c'est une annonce du candidat. Le candidat Faure Gnassingbé a promis. Ça sera fait dès le lendemain des élections. Donc ce n'est pas... Non, j'insistais juste pour que les gens sachent que... Parce que quelqu'un peut se lever demain et aller chercher et on va lui dire non, ce n'est pas... Non, ce n'est pas une décision de chef de l'État. Donc pour moi, c'est le candidat. Oui, ça, c'est le programme. Ça, c'est les premières décisions à prendre au lendemain des élections. Les inscriptions aux examens et concours sont rendues gratuits pour nos jeunes. C'est important. Et c'est sur ces questions que j'aurais voulu qu'on discute que de perdre du temps sur les hallucinations de la transparence, l'équité et puis l'apaisement du climat au Togo est également important pour nous en tant que journalistes. Non, il n'y a pas d'inquiétude à ce que je sache qu'on parle tellement en dehors des communiqués visant
à jeter du discrédit sur le processus électoral. Il n'y a rien qui puisse amener les gens à s'inquiéter au point où nous puissions perdre du temps sur ces questions. Il est question de parler des politiques de développement d'agriculture. Alors, on a eu des émissions pareilles, on en a parlé. Avec nous voulons nous adresser, nous sommes en campagne, nous voulons nous adresser à nos populations et qu'elles sachent ce qui se fait et ce qui se fera pour elles, dans leur intérêt. Et on en viendra avec une audience aussi large que nous avons. Nous contribuons à ce que ces élections puissent, à notre manière, à notre façon, en tant que journaliste, en tant que télé, à ce que ces élections puissent se dérouler dans un climat de paix, de transparence et puis d'équité. C'est pour ça que nous en parlons justement sur ce plateau. Et pourquoi vous, M. Spero, vous avez cette inquiétude? Heureusement que ce n'est pas pour ce qu'ils pensaient qu'on est là. Parce que moi, ça m'aurait mis mal à l'aise, puisque n'ayant pas de coloration politique. Alors, est-ce que je vais me comporter en journaliste et attaquer votre programme? Ce serait injuste. Et donc, je ne me serais pas senti à l'aise. Donc, heureusement que ce n'est pas pour ça. Et donc, forcément. Il faudrait même envisager un débat entre les candidats eux-mêmes. Ce serait une idée, l'idéal pour voir nos futurs présidents se défendre et on va pouvoir choisir. En tout cas, on est en train d'y penser. Oui, voilà, on y pense. Mais par contre, pour revenir à la question, une grande question que j'ai posée, ça fait au moins 3 mois, 4 mois avant même que le processus ne soit lancé, c'est la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs que telles que les choses se présentent là, avec la bonne ou la mauvaise foi des uns et des autres là, je parle des partisans, est-ce que vous êtes sûr que quand on va donner les résultats, tout le monde va pouvoir dire oui, c'est ça les résultats? Moi, je ne suis pas encore sûr de ça. Parce que les gens peuvent, de mauvaise foi, contester rien que pour se donner bonne figure. Alors, quand M. Ouna me dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, je veux bien le croire, mais je n'ai pas encore d'éléments matériels là-dessus. Aujourd'hui, moi, je suis dans la population. Je ne suis personne. Et quand vous discutez avec les gens dans la population, on vous dira très facilement qui peut oser dire que M. Faure a perdu. Voilà des inquiétudes. Ça voudrait dire que, dans tous les cas, les gens ont peur. Non, c'est-à-dire qu'au fond, pour le moment, c'est la CENI. Mais en tant que personne, pas en tant qu'institution, qui peut oser? Vous voyez, ça voudrait dire que, au-delà même de tout ce que la CENI est en train de faire, et qui peut être loué, il y a encore cette inquiétude qui est, légitime. Mais on pourrait avoir l'impression également que... Je pense que vous devez sortir de ce débat. Aujourd'hui, les institutions jouent pleinement leur rôle et les vrais résultats des urnes seront proclamés par ces institutions. Dire que les Togolais sont convaincus qu'il y a une grande partie, en tout cas, la majorité adhère à la politique du candidat Faure Gnassingbé et sont convaincus qu'il passera. Et ça, vous pouvez l'entendre dans les rues. Mais pas ce que vous êtes en train de dire là, parce que seules les institutions sont habilitées à proclamer les résultats. La contestation, elle est libre, elle peut se faire dans le cadre légal, dans le respect des tests en vigueur. La contestation, elle peut se faire dans le respect des tests en vigueur. Mais j'espère que nous montrerons un niveau de culture politique avancé. Vous répondez, vous revenez dans mon sens. Au lendemain des élections. Mais chacun est libre. Si un parti politique décide, comme d'habitude, de reprendre son sport favori, c'est que ça se fasse dans le respect, dans le respect des tests en vigueur. Nous avons une loi qui encadre les manifestations publiques. Et c'est aussi ça l'animation de la vie démocratique. Si les gens veulent manifester à la fin des élections et que ça peut leur faire du bien, comme d'habitude, alors que ça se fasse dans le respect des tests en vigueur, on ne peut pas. Les libertés sont promues par l'État togolais et les tests encadrent ces libertés. Monsieur Spero, vous voulez réagir? Oui, juste que je vois bien la manière des politiques. Vous rejetez et après accepter. Parce qu'au fond, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que de bonne foi ou de mauvaise foi, les gens peuvent contester. Et aujourd'hui, je ne sens pas la culture politique dont il parle là, qui pourrait faire
qu'on peut être serein en disant Alors, vous que le candidat qui va perdre va pouvoir appeler l'autre pour lui dire félicitations. Aujourd'hui, il n'y a rien qui montre ça. Bon, au-delà des candidats, vous évoquiez tout à l'heure qu'il n'y a pas l'engouement à Lomé, par exemple, la capitale togolaise, par rapport à l'élection, à la campagne présidentielle. Cela pourrait également se traduire par le fait que la population togolaise soit peut-être se soit écartée de la chose politique et qui pourrait être favorable également à la suite de la proclamation des résultats à un climat favorable. Je pense que je vais encore intervenir parce que c'est une question à laquelle, en tant que journaliste, c'est important en tant que journaliste. Je vais vous en venir. En tant que journaliste, monsieur Ouna, c'est moi qui distribue la parole. En tant que journaliste, monsieur Spero va y répondre d'abord. Cette question ne devrait pas être posée à partir du moment où vous êtes un journaliste et vous couvrez les événements de la campagne électorale. Je parle de l'engouement. Je ne parle pas de l'inexistence de la campagne à Lomé. Alors, c'est vrai qu'il y a la campagne à Lomé, mais on sent quand même, et on est tous d'accord, que l'engouement n'est pas le même. Moi, je l'ai assimilé plutôt à une stratégie. Je me suis dit que les divers états-majors savent que la chose politique est un peu plus utilisée à Lomé, et donc il faut concentrer les 3 derniers jours sur Lomé. Donc je m'attends à ça. Et je me demande si FOSEP sera toujours aussi en forme pour gérer, parce qu'il y aura beaucoup de brassage à ce temps-là. Généralement, par le passé, les derniers jours de campagne sont toujours à Lomé. Donc c'est pour ça que je me disais naturellement que ça va être... Je ne l'ai pas vu sous l'aspect de plutôt des gens qui se sont désintéressés. Oui. J'ai même eu des collègues qui ont fait suffisamment de promotion pour dire qu'il faut aller voter. J'ai même vu des gens battre pour aller voter. Battre campagne, entre guillemets, pour demander aux gens d'aller voter. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui ne se sent plus très concernée par la chose politique. C'est vrai. Ça, on ne peut pas nier. Vous entendez les gens dire « Oh, de toutes les façons, moi, je n'irai pas ». Ce qui réduirait le taux de personnes qui pourraient contester les résultats. Et oui, qui pourraient contester, ou alors qui pourraient rester indifférents. Voilà. Donc, je disais la dernière fois que s'il y a un scrutin qui va être indéterminé, c'est celui de Lomé, où tout le monde est pratiquement politique, et tout le monde a ses aspirations, tout le monde a ses réserves. Mais c'est également à Lomé qui peut être siège de violence si les partis politiques, les états-majors, n'ont pas suffisamment instruit leurs membres. Et si les partis politiques ont la hauteur intellectuelle qu'il faut pour éviter de demander aux jeunes de faire des casses parce que, par mauvaise foi, ils voudraient contester. C'est pour ça que je dis, tant qu'on n'a pas réuni toutes ces certitudes pour contrer ça, oui, on peut avoir peur au niveau de la société civile de l'après-élection. Pas que nous avons des éléments pour dire que l'après-élection serait difficile. Non, on a des craintes et nous espérons que ces inquiétudes-là ne seront pas avérées. Aucune inquiétude au sein du parti UNIR et comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes bien installé à Lomé et vous êtes en campagne. Nous sommes en campagne à Lomé et il y a une forte mobilisation. Et il y a de l'engouement. C'est vrai qu'on peut constater que une faible mobilisation du côté de nos adversaires, ça se constate et peut-être c'est ce qui fait que certains estiment qu'il n'y a pas assez d'engouement. Il y a une réalité qui est là, peut-être c'est aussi l'effet de l'émission du monsieur que vous connaissez, peut-être c'est aussi ça l'effet de son émission. Dans tous les cas, de notre côté, il y a une forte mobilisation. Et si vous sortez partout, il y a une forte mobilisation. Les militants du parti UNIR sont engagés et tous les jours ils battent campagne. Il y a le porte-à-porte qui se fait, oui, la campagne de proximité, les échanges avec les groupes organisés, les grands meetings. Tout à l'heure, à 14h30, nous serons à un grand meeting à l'EPP Sobosito, dans Agoué. Venez voir la foule. Monsieur Spero, vous êtes observateur, vous êtes autorisé à venir observer, venez voir la foule. Vous comprendrez qu'il y a de l'engouement, qu'il y a de la mobilisation, qu'il y a une adhésion populaire à la politique de développement du président Faure Gnassingbé. Et donc, c'est normal que la majorité se ralliant
à la politique du candidat fort, c'est normal qu'on constate un peu une faiblesse de. Alors, on n'a pas constaté. Alors, à mon avis, de l'autre côté, qu'on peut traduire en manque d'engouement. Non, comme vous voulez. en général, les campagnes au Togo ou en Afrique sont illustrées par le tintamarre impossible qui se fait à un moment donné, avec les caravanes, avec les meetings un peu partout. Rappelons-nous qu'en 2015, par exemple, il y avait eu 2 caravanes, 2 partis politiques qui ont au même moment pris la terre à Idogom et vers la ville. Et c'est ce que j'appelle engouement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette démonstration-là pour le moment à Lomé. Et c'est pour ça que je dis que je suppose que... Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Peut-être que les autres veulent copier la stratégie de notre parti. Le mot d'ordre a été clair et c'était public. Le président Faure Gnassingbé, le candidat Faure Gnassingbé, a souhaité une campagne empreinte d'humilité, de respect, pas d'arrogance, mais une occasion de change, de partage avec les populations. Vous allez voir que même du côté du Parti Unir, nous privilégions beaucoup la proximité. Nous privilégions beaucoup le porte-à-porte. Nous faisons effectivement des meetings populaires parce que nous sommes un grand parti, mais nous privilégions beaucoup le porte-à-porte, les réunions en salle, les réunions à domicile et autres. Nous parlons aux populations, nous expliquons, nous partageons le bilan du président que vous connaissez, que vous pouvez vous-même apprécier, et nous partageons aussi ce qu'il va faire d'ici 2025. Et aussi l'importance je voudrais profiter pour vous annoncer qu'il est prévu d'ici 2022, dans tous les cas, dans le cadre du PND, la réalisation de 400 ouvrages hydro-agricoles. C'est-à-dire que tous les cantons du Togo bénéficieront d'un ouvrage hydro-agricole. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre agriculture ne dépende plus du ciel et que aussi les agriculteurs puissent facilement avoir la confiance des institutions financières. Vous savez, quand un producteur va vers les institutions financières et qu'elle pense que la pluie peut ne pas arriver à temps et que ça peut engendrer des pertes, ils n'ont plus la confiance des institutions financières. On a l'impression que vous ne parlez que d'économie. Finalement, l'éducation et la santé sont oubliés. Moi, je veux pas porter des questions sur ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Oui. Je voudrais faire simplement 2 remarques. La première remarque, c'est que les candidats, à notre sens, ne prennent pas trop en compte l'aspect droits humains tous les candidats, dans leur exhortation. Ils ne prennent pas dans leur projet social. Dans le projet social, ils ne prennent pas très très sérieux la première génération des droits humains ni la deuxième génération des droits humains. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que tous les candidats font beaucoup de promesses. Mais je voudrais simplement attirer leur attention que nous, au niveau de la société civile, nous notons toutes les promesses. C'est pour ça que je dis ici, moi, je ne vais pas dire ça c'est bon, de baromètre, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Nous, on va l'utiliser comme un baromètre. Et que le candidat, et ça c'est un appel, que le candidat qui sera élu sache qu'au niveau de la société civile, nous avons ces engagements et que nous allons l'utiliser comme baromètre. Et donc, que ça ne soit pas pour lui motif à s'énerver ou à trouver que nous sommes contre son pouvoir, mais c'est lui-même qui a pris des engagements, c'est lui-même qui a fait des promesses et nous tenons compte de ces promesses. Ils en font beaucoup, hein. Allant des promesses extraordinaires à des petites promesses. Nous, on note. Et au moment venu, nous poserons des questions. Vous avez quelque chose à ajouter avant la fin de cette émission? Non, vous savez, nous n'avons pas de promesses extraordinaires. Nous apportons une réponse aux préoccupations des populations. Et le plan national de développement conçu et lancé par le président Faure Gnassingbé tient en compte beaucoup d'aspects. Et les populations sont intéressées attirées par ce plan. Et celui qui peut mieux mettre en œuvre ce qu'il a conçu, c'est le président Faure Gnassingbé. Les populations l'ont compris. Et ils ont compris également que notre pays est sur une montée et que le chauffeur, le commandant de bord doit continuer pour qu'on arrive à destination. Et nous les exhortons
à chercher dès maintenant leur carte d'électeur pour qu'au soir du 22 février, qu'ils fassent vote utile dans l'intérêt du Togo. Monsieur Spiro, un dernier mot avant la fin de cette émission. Mon dernier mot serait à l'endroit de tous les candidats. Oui. La première chose, c'est que les candidats puissent aller sur le plan des droits humains, qu'ils puissent apporter des solutions aux violations des droits humains, l'impunité, la corruption, les tests liberticides qui existent, tout ça là. Il faut pouvoir porter des solutions à ça. Ce serait un premier élément. Deuxième chose qui m'intéresserait, c'est que chaque parti politique, qu'ils aient été ou non à l'élection présidentielle, qu'on intègre le fait que c'est les institutions qu'on doit fortifier et non les êtres humains. De sorte qu'on ait de vrais partis politiques au Togo. Les vrais partis politiques, c'est des associations. Et les associations n'appartiennent à personne. Du coup, tous les membres cotisent, tous les membres ont les mêmes droits. Et naturellement, on doit pouvoir avoir alternance au sein des partis politiques, de tous les partis politiques. Et ce serait une bonne image et ce serait une bonne chose pour nous. Enfin, la troisième chose, j'exhorterai les candidats à ne pas oublier l'éducation, la santé, le bonheur, en gros, et la justice sociale, qui sont des éléments importants pour nous au niveau de la société civile. Je ne pourrais que souhaiter bonne chance à tous les candidats et que ce soit véritablement le gagnant qui gagne. Au soir du 22 février, merci M. Spiro Maolé d'avoir été des nôtres. Tout le plaisir est pour nous. Et un plaisir également de vous avoir eu sur ce plateau, M. Oruna. C'est tout un plaisir pour nous. Également un plaisir de vous avoir été des nôtres. Vous aussi, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de le programme sur Union d'Info.